Et face au recul des djihadistes dans la zone irako-syrienne, comment éviter qu'ils ne trouvent refuge ailleurs, en Afrique notamment? C'est pour éviter le risque de contagion que sont actuellement réunis à Dakar les experts ainsi que des chefs d'État, chefs d'état-major et ministres de la Défense à l'occasion du forum annuel sur la paix et la sécurité en Afrique. Un continent où l'on dénombre près de 52 000 djihadistes, 30 000 combattent déjà au nom du groupe État islamique. Une menace qui suppose d'aller au-delà des missions traditionnelles de maintien de la paix, estime le président sénégalais Macky Sall. Écoutez. Face aux nouvelles menaces, nous le savons, les missions classiques de maintien de la paix ne sont plus adaptées. C'est le cas notamment avec la MINUSMA. Le président du Mali vient de le rappeler sur le harcèlement quotidien des casques bleus et sur le fait que cette mission au Mali est la plus meurtrière dans l'histoire des casques bleus des Nations Unies. L'heure me semble venue de repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix du système des Nations Unies. On ne peut maintenir la paix là où elle n'existe pas. Et on en parle avec nous en duplex de Genève, Jérôme Pigné. Bonjour, vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. Les casques bleus sont dépassés aujourd'hui en Afrique, comme le dit Macky Sall. Alors oui, ils sont malheureusement souvent dépassés. Mais alors concernant la question du Mali et plus largement du Sahel, évidemment, les casques bleus n'ont pas vocation en l'état à lutter directement contre les groupes dits terroristes. Et donc la solution, elle se trouve certainement ailleurs, même si, on l'a entendu à l'instant, la question d'une réforme ou d'une évolution des dogmes ou d'une doctrine des opérations de maintien de la paix est nécessaire. Ce n'est certainement pas dans ce cadre-là qu'on trouvera la réponse à la question de l'extrémisme violent et du terrorisme en Afrique et surtout au Mali et au Sahel. À part le Tchad, quel pays a les moyens militaires de faire face à une telle menace ? On parle beaucoup depuis quelques mois du G5 Sahel et de la force conjointe qu'on est en train de mettre en place sur le terrain. Le Tchad, évidemment, fait figure de bon élève en matière de capacité militaire, mais on en a beaucoup moins parlé ces dernières années parce qu'ils ont été aussi moins touchés par la menace terroriste. C'est la Mauritanie. Mais encore aussi le Niger, qui est au cœur du dispositif. Évidemment, d'autres pays comme le Burkina Faso qui sont encore dans une transition politique et le Mali qui est au cœur de ces zones de fragilité. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une réalité homogène des 5 armées de la sous-région et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire évoluer d'un point de vue capacitaire, mais aussi d'un point de vue des dogmes et d'un point de vue de comment approcher la question plus largement au-delà des aspects militaires du terrorisme et de l'extrémisme violent au Sahel. Là, vous venez de citer les 5 pays qui prennent part à ce G5 Sahel, Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanie. Sur ces 5 pays, 4 chefs d'État n'ont pas fait le déplacement pour Dakar. C'est un désintérêt, d'après vous, pour cette question ? Bon, il y a peut-être une question d'agenda, de prime abord, mais c'est vrai que de toute façon, les problèmes et les enjeux du Sahel ou plus largement du continent africain ne seront pas réglés lors du Forum de Dakar, même s'il faut saluer cette initiative qui permet depuis 4 ans de mettre en place une plateforme d'échange, de concertation et de partage entre les praticiens, les chercheurs, les experts et la société civile. Maintenant, c'est vrai que, encore une fois, je parlais des différences de capacité entre les États, mais il y a aussi une différence de perception, une différence peut-être aussi d'engagement à court et moyen terme des différents États. Et si les chefs d'État ne s'accordent pas sur une vision et sur une dynamique commune pour lutter contre ces phénomènes d'insécurité, évidemment, on pourra toujours se retrouver de manière annuelle et de manière très courtoise à Dakar sans que les choses avancent très clairement. Donc il faut s'interroger sur la façon dont les chefs d'État, entre eux, travaillent la question.
On met souvent en avant la question du financement. Beaucoup de spécialistes disent que le G5 Sahel, c'est une bonne idée, avec le soutien de la force Barkhane notamment, pour lutter activement contre les réseaux djihadistes, terroristes actifs sur le terrain, mais qu'il manque un financement et que les États-Unis notamment se font un peu tirer l'oreille. Alors oui, la question du financement, notamment par rapport à la force conjointe du G5 Sahel, revient très clairement et de manière récurrente ces derniers mois. Mais encore une fois, la question des problèmes structurels, les fragilités économiques ou sociétales au Sahel ne seront pas réglées par des réponses à court ou moyen terme, militaires et sécuritaires. Donc, on pourra toujours pointer du doigt l'administration américaine qui finalement va quand même contribuer de manière bilatérale au financement de la force conjointe et plus largement d'un certain nombre de projets liés au G5 Sahel. Mais encore une fois, on a évalué, peut-être surévalué la nécessité ou le besoin financier de cette force conjointe, mais le problème n'est pas là. D'ailleurs, les spécialistes s'accordent aussi à le dire, ce n'est souvent pas un problème de moyens, à l'aune des budgets qui sont mis à disposition des États ou de la coopération internationale sur les questions d'urgence humanitaire, sur les questions d'aide au développement et de coopération en la matière. Et les budgets sont considérables. On parle de plusieurs milliards si vous prenez juste l'Union européenne. Et donc, c'est pas nécessairement un problème budgétaire, c'est un problème d'appropriation et d'adéquation des mesures proposées entre les partenaires extérieurs et les États et les populations locales. Les pays africains, vous venez de le dire, mettent souvent en avant effectivement la question des moyens, la question de l'aide au développement, là où en Europe et également d'ailleurs aux États-Unis ces derniers temps, on met beaucoup l'accent sur la question plutôt migratoire, la problématique, le contrôle des flux migratoires. Ça traduit vraiment une différence dans l'approche sécuritaire entre ces deux régions? Tout à fait, exactement. La question migratoire, elle n'est pas nouvelle en Afrique, elle est nouvelle d'un point de vue européen, avec les situations de fragilité en Afrique ou les situations de fragilité en Syrie et en Irak. Et les conséquences, évidemment, prises d'un point de vue sécuritaire en Occident et en particulier en Europe, sont une véritable interrogation, puisque, encore une fois, je disais, si on n'a pas la même perception entre les différents partenaires européens occidentaux et les pays concernés où les populations subissent ces situations de fragilité au quotidien, il sera difficile de développer des politiques en conséquence qui seront adaptées sur le terrain. Le risque aujourd'hui, c'est de voir les terroristes vaincus ailleurs chercher des zones de repli en Afrique. C'est ce que dit Macky Sall en ouverture de ce forum sur la sécurité à Dakar. Or, on l'a vu lors des attentats ces dernières années, que ce soit à Bamako, Ouagadougou ou encore Grand Bassam près d'Abidjan, le terrorisme, il est déjà là en Afrique. Oui, très clairement. En Afrique de l'Ouest et dans la bande sahélo-saharienne, les facteurs qui permettent aujourd'hui à ces groupes de prospérer et d'élargir leurs perspectives, encore une fois, ce sont pas des facteurs conjoncturels, ce sont plutôt des facteurs structurels, les problèmes économiques, les problèmes d'échanges commerciaux, les problèmes de développement, les problèmes de gouvernance locale. Et donc, moi, je serais très prudent quant aux chiffres avancés sur les capacités en termes de soldats liés à Al-Qaïda en Afrique ou à l'État islamique. Aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'il faut être honnête, les problèmes de sécurité liés notamment dans toute la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, il ne s'agit pas de plusieurs dizaines de milliers de terroristes ou de djihadistes. C'est malheureusement, encore une fois, un point de vue très occidental ou européano-centré, que d'imaginer qu'on fait face à des milliers et des milliers de combattants. Mais les problèmes ne sont pas, encore une fois, précisément à ce niveau-là. Mais c'est quelques centaines de combattants, parfois ici et là, dont d'ailleurs il y a une certaine mouvance, une certaine fluidité des groupes. Certains peuvent être terroristes un jour, le lendemain juste trafiquants et vice-versa. Et donc, je pense qu'il faut être très prudent quant aux analyses que l'on fait sur ces groupes armés en Afrique et en particulier au Sahel. Très rapidement, vous y voyez-vous surtout le résultat du sous-développement et des structures étatiques défaillantes? C'est ça qu'il faut comprendre, plus que le produit d'une idéologie?
Alors c'est les deux, évidemment. Il y a une idéologie qui a évolué, qui s'est peut-être métastasée aussi, une version de l'islam qui est réappropriée ou mal appropriée ou amalgamée en tout cas. Mais les problèmes de fond sont des problèmes de développement, sont des problèmes de gouvernance au niveau des États. C'est un problème de légitimité, de crédibilité des États en tant que tels, la capacité des États à décentraliser leurs administrations. Et ce sont ceux-là, les vrais problèmes aujourd'hui de l'insécurité au Sahel, le climat également. Et sur on va dire sur ces réseaux et ces variables d'instabilité, vous avez le terrorisme qui vient se lier. Merci beaucoup Jérôme Pignet d'avoir répondu à nos questions depuis Genève. Merci à vous d'avoir suivi ce fait du jour. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal dans Paris Direct.